Bonsoir à toutes et à tous pour cette rencontre donc autour de la liberté de penser, l'esprit critique et je dirais presque quelque chose qu'on va corréler naturellement qui sera évidemment la liberté d'expression qui est presque implicite dans cette formulation. Alors ces formes de liberté, cet esprit critique, nos intervenants les pratiquent désormais depuis longtemps et ils ont même été peut-être à la meilleure école qui soit en la matière. Coco, vous êtes issu de l'École européenne supérieure de l'image et vous avez atterri en 2007 donc à Charlie Hebdo, qui est l'école que je mentionnais. Donc vous allez vite devenir l'un des piliers aux côtés à la fois de grands anciens, Cabu, Wolinski, qui vous prennent sous leurs ailes, et puis aux côtés évidemment d'auteurs tels que Char, Brice. Et à la suite donc de l'attentat contre Charlie le 7 janvier 2015, eh bien, vous êtes vous-même directement confronté au terrorisme. Vous décidez de poursuivre votre métier de dessinatrice et de dessiner encore. Je cite ici le titre de la très belle bande dessinée que vous avez fait paraître en 2019, où vous revenez sur votre vie d'après Charlie, sur votre rapport au dessin et votre 2020, pardon. Sur votre vie donc d'après Charlie, sur votre rapport au dessin et sur votre volonté justement de poursuivre votre métier. Donc votre métier dans les pages de Charlie Hebdo, bien sûr. Et puis également, en 2021, vous succédez à Willem, qui était une lourde tâche, une lourde responsabilité, donc pour devenir l'illustratrice attitrée du quotidien Libération, donc où vous livrez chaque jour un dessin de presse en relation directe avec l'actualité. Jules, vous êtes un fort en thème, normalien, agrégé d'histoire, mais vous avez renoncé à une brillante carrière universitaire ou peut-être même ministérielle, qui sait, au profit de celle de dessinateur. Vous débutez d'abord par des collaborations dans de très nombreux supports de presse, mais moi je me souviens de dessins que vous livriez même en classe préparatoire aux grandes écoles. Je me souviens de ça. Et donc, vous passez également par l'école Charlie Hebdo, dont vous avez été l'un des collaborateurs aussi réguliers au début des années 2000. Mais vous, plus que le dessin de presse, c'était la bande dessinée, votre truc, je dirais. Et en 2005, vous publiez votre première bande dessinée, Il faut tuer José Bové, donc déjà en relation directe avec l'actualité. Alors les jeunes, José Bové, je ne sais pas s'ils savent très bien qui c'est, mais en 2005, c'était quelqu'un de très connu. Avant d'enchaîner donc les succès en série, bien sûr, Silex and the City, dont on a vu un exemple ici, 50 nuances de grec, qui sont également adaptés en pastilles animées donc pour la chaîne Arte. Le grand amateur des Simpsons que vous êtes, je le sais, vous avez terminé d'ailleurs votre premier long métrage d'animation, justement tiré de Silex and the City, et qu'on espère voir très vite sur les écrans. Oui, puisqu'il aura le bon goût de sortir le 11 septembre. Voilà, donc on va tout de suite commencer avec donc notre première question posée par Luna, c'est ça. Bonsoir. Alors ma première question, elle est destinée à Jules. Donc pour vous, à travers votre métier de dessinateur, comment s'exprime justement à travers le dessin la liberté de penser et l'esprit critique ? En fait, comme pas mal de dessinatrices et dessinateurs d'humour, il y a un point de départ qui est un tempérament, déjà, à prendre des choses à la rigolade. Et en fin de compte, chacun a ses raisons propres pour ça au départ, mais moi les miennes, que j'ai en partage avec pas mal de gens, c'est un tempérament assez inquiet, anxieux, angoissé, et finalement cette espèce d'humour-là et la façon de se réemparer du réel, des choses qui nous concernent dans notre vie quotidienne. Au départ, quand on est petit, quand on est jeune, on dessine avec ce qui nous entoure vraiment de manière très personnelle et intime. Et ensuite, on s'empare de l'actualité collective, mais pour mettre à distance, pour, je dirais, rire des choses les plus finalement horribles, grinçantes, effrayantes. Et pas seulement. Mais c'est un peu le point de départ. Et donc moi, dans le dessin, c'est un peu ce que je fais. Alors effectivement, j'ai fait de longues années de dessin de presse où je commentais l'actualité vraiment. Et alors, il fallait aller vite, c'était à chaud. On avait moins le temps de réfléchir, d'analyser ce qu'on allait faire, ce qu'on allait écrire. Donc voilà, c'est un peu du tir à vue. Et parfois, on réussit des très bons dessins, parfois moins bons. Il y avait cette pression-là particulière qui, au bout d'un moment, moi, me convenait plus. Je voulais faire un peu autre chose. Et effectivement, je suis passé à la BD où c'est un autre temps parce qu'on met des mois à faire une bande dessinée, on la peaufine, on la bichonne, aussi, de la même façon pour les dessins animés, les films d'humour. Donc c'est une autre temporalité, mais ça a le même point de départ, c'est-à-dire effectivement repousser le plus possible les contraintes des conventions,
des pressions, et c'est une façon, une espèce d'école de liberté, une façon de repousser les choses le plus loin possible, mais chacun à sa façon. C'est-à-dire que si je parle strictement de moi, je sais que j'ai aussi des limites quand on parle de la liberté d'expression, des choses dont j'ai pas envie de parler, des choses où je suis pas très à l'aise, tout simplement, des choses qui m'intéressent pas aussi, ça arrive, mais là on parle pas vraiment de ça. Et effectivement, moi, ma façon de faire, elle est plus indirecte que pas mal de gens, par exemple de Charlie, que j'ai pu côtoyer, un Charb, par exemple, qui était vraiment des dessins coup de poing dans la gueule, des dessins coup de boule, très directs. Moi, j'ai un côté un peu porte de derrière. C'est-à-dire que je prends un mot pour un autre, je me tortille un petit peu, etc. Alors, je ne m'interdis aucun sujet. Pour moi, il a toujours été hyper important de pouvoir traiter de toutes les choses dont il ne faut jamais parler, supposément, en humour. Où on doit marcher sur des œufs. On dit oui, il ne faut pas parler des religions, il ne faut pas parler du conflit israélo-palestinien, il ne faut pas parler des meurtres pédophiles, il ne faut pas parler du cancer, il ne faut pas parler de toutes ces choses en disant quand même, c'est des sujets un peu honteux. Voilà. Et au contraire, ça, j'adore m'y attaquer. Donc, dès qu'il y a un sujet comme ça, je m'y plonge tête baissée, mais depuis pas mal d'années, je suis passé par 40 000 ans de recul avec Silex and the City, un peu moins avec 50 nuances de grec, parce que c'était la mythologie grecque, mais c'est une façon de parler de toutes les thématiques d'aujourd'hui. Ce petit décalage-là, il me donne, moi, une forme de liberté d'expression particulière que je me suis inventée, une espèce de petite niche particulière. Et à la fois, j'admire, et en même temps, voilà, on a vécu ce qu'on a tous vécu dans le champ du dessin avec Charlie, et puis les années qui s'en sont suivies, avec de plus en plus, je dirais, de pression, de difficulté à exprimer des choses qui pouvaient être faciles à exprimer auparavant. Et cette chose-là, moi, je l'ai gérée à ma façon. Et je suis impressionné et admiratif d'autres personnes qui arrivent à le gérer plus directement. Moi, j'ai trouvé mon petit monde qui est intransigeant, mais qui n'est pas frontal. Et justement, si on devait faire un bilan de santé de l'esprit critique et du seuil de tolérance collective, puisque les deux vont ensemble en France, vous diriez quoi? Parce que vous faites face à l'extrême quotidiennement, notamment vous, Coco, vous vivez sous protection policière. Mais si on prend du recul, ce que vous faites, Jules, parce que vous êtes historien de formation, est-ce que la situation, elle est meilleure ou pire qu'avant ou que chez nos voisins? L'esprit critique, je trouve qu'il y a pas mal de gens qui l'ont, enfin, on entend beaucoup, on entend beaucoup des gens qui tout de suite hurlent sitôt qu'un dessin déplaît, dérange, mais ça reste un petit peu dans l'univers des réseaux sociaux où là il y a une espèce de minorité hurlante, je dirais, qui déverse de la haine, des choses comme ça, sitôt que le dessin est pas compris, mal compris ou perçu avec un premier degré ou des choses comme ça. Mais sinon, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de liberté et beaucoup d'esprit critique en France. On est quand même, en termes de dessin de presse, on a vraiment beaucoup de possibilités par rapport à d'autres pays. Voilà, le blasphème n'est pas un délit, donc ça permet déjà énormément de choses. Par exemple, sur la religion, Jules disait, voilà, la religion, c'est toujours un sujet un petit peu sensible. Nous, les dessinateurs de presse en France, on peut très bien évoquer cela en toute tranquillité. Encore faut-il aussi pouvoir explorer ce droit de critiquer les religions, je dirais presque parfois en osant flirter avec des choses qui sont un peu limites, oser parfois les tabous, oser, on a parlé pas mal de ces histoires de représentation de prophètes qui seraient sacrés pour les croyants, mais qui bien sûr ne le sont pas pour les athées, ou dans un pays laïque, on a tout à fait le droit de représenter les prophètes, quels qu'ils soient, parce que ce sont des mythes, et donc, par essence, ils n'existent pas, en fait. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de représentations du prophète dans la religion islamique. Donc voilà, ça, je trouve pour moi, c'est un faux problème. J'ai jamais eu de problème à dessiner ces choses-là. Et puis, on n'en fait pas un truc... c'est pas obligatoire de dessiner un prophète pour parler de religion. On peut très bien faire un dessin sur la religion sans forcément avoir à dessiner un prophète. Donc... sur l'esprit critique, on s'évade. C'est vrai que d'une certaine façon, quand on pose cette question dans un temps donné,
et une géographie donnée, et ça varie évidemment d'une frontière à l'autre, puis ça varie d'une ville à l'autre, c'est-à-dire que là, on est à l'école alsacienne Paris-Centre, et voilà, à quelques kilomètres d'ici, c'est différent, probablement. On n'a pas les mêmes cadres, pas les mêmes paramètres humains, sociologiques, culturels, et puis plus on s'éloigne, plus c'est différent, et en fait, il faut en prendre compte de cette différence-là. D'une certaine façon, moi j'avais toujours pensé qu'au moment où le Jyllands-Posten, le journal danois qui avait publié ses premières caricatures, qui a mis le feu finalement à la planète au départ, était destiné à ses lecteurs conservateurs du nord du Danemark, mais en même temps, j'ai toujours trouvé ça complètement compréhensible et bien normal que ce soit insupportable pour des gens qui vivent dans les zones tribales du Pakistan. Mais en principe, il y a un effet de contexte, une géographie dans le temps et dans l'espace qui fait qu'il y a des éléments de compréhension et des conventions entre les gens, une complicité. Il y a quelque chose qui est tacite. Et il se trouve qu'il y a un phénomène technologique qui a, depuis quelques décennies, bouleversé tout ça, c'est l'immédiateté des réseaux sociaux, Internet, et le fait que le monde entier ait accès à tout simultanément, et avec en plus des biais technologiques et des biais, je dirais, politiques qui font que les choses en plus se développent de manière complètement monstrueuse très très vite. Et cette chose-là, c'est ça qui est troublant et qui finalement est la vraie problématique, je dirais, en termes de liberté d'expression. Parce que là, avant, quand on disait quelque chose, on prenait ses responsabilités de le dire, de ne pas le dire, choisir de le critiquer, de le combattre ou de l'affirmer, mais on savait où on était, contre qui, avec qui on était. Là, en fait, on s'exprimait aussi dans un support, on s'exprime toujours dans un support qui est le support papier, le journal. Donc voilà, on travaille dans un journal ou alors on dessine dans un livre, donc le contexte est là. Mais sitôt qu'on travaille dans un journal, le dessin est publié, donc il est rendu public et avec les réseaux sociaux, il est diffusé. Donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, il échappe à son support initial papier avec la petite sphère qui va autour, quoi, les abonnés, le lectorat. Et ça, c'est l'essence de ce pourquoi on travaille, c'est ça déjà, c'est le lectorat, les gens qui s'abonnent, qui nous lisent, qui soutiennent la presse, qui comprennent aussi ce pas de côté. Tu disais que Charb avait cette faculté, cette répartie de faire des dessins coup de poing dans la gueule. Effectivement, quand on ouvre Charlie Hebdo, par exemple, ou quand on ouvre Le Canard enchaîné, on sait qu'on va rencontrer un dessin satirique. Et un dessin satirique, ça rejoint notre débat sur l'esprit critique, c'est même l'essence de la critique, le dessin satirique. C'est un dessin qui est là pour faire réagir, pour susciter un débat. Le dessinateur de presse lui-même use de son esprit critique sur l'actualité pour transmettre quelque chose. Quelque chose qui doit être impactant, qui vient d'une émotion, d'une indignation, de quelque chose de fort, ça part de là. Il faut, j'ai envie de dire, il faut oser mettre les mains dans le cambouis pour parler des sujets qui dérangent, parce que les actualités où tout va bien, en fait, on n'y va pas. C'est justement la critique qui fait le truc. Puis c'est quand même du coup très français, parce que voilà, le monde anglo-saxon, sans aller chercher Peshawar, a pas du tout la même façon, c'est la même approche concernant ces questions de liberté d'expression. Et comme on est en France lié aussi au monde anglo-saxon, on se rend compte de manière très nette la façon dont les journaux américains, par exemple, couvrent cette thématique est vraiment très, très différente. Puis on sait bien, ceux qui connaissent un tout petit peu les États-Unis, on sait bien qu'il y a une culture, je dirais, il y a bien sûr une brutalité des camps politiques, des extrêmes, etc. Mais on cherche toujours la conciliation, c'est-à-dire que dans un dîner avec des amis, c'est-à-dire que si des gens ne sont pas d'accord, on va surtout ne pas poursuivre la discussion. Alors qu'en France, au contraire, dès que quelqu'un commence à s'engueuler à table, enfin la soirée s'anime, la soirée commence. Aux États-Unis, c'est extrêmement malvenu, c'est comme rôter à table, il ne faut pas exprimer d'opinions divergentes de manière vive, parce que c'est un problème. Et la façon de vivre avec ses voisins et les gens qui partagent notre quotidien, il faut la prendre en compte quand on parle de liberté d'expression. Et comme on est avec ces systèmes technologiques, on est obligé de vivre avec tous les gens de tous les temps et de tous les lieux. C'est une espèce de casse-tête chinois impossible à résoudre. Et en fait, on est coincé. Donc bon, voilà, on doit prendre des choix dans le noir. Non, on n'est pas coincé. Moi, je ne suis pas coincée en tout cas. Moi, je mets tout ça de côté quand je dessine.
Parce que c'est impossible de pouvoir prendre tout ça en compte, et on n'a pas envie, on ne peut pas prendre en compte les émotions d'un tel qui va recevoir le dessin. C'est impossible, et ça supprime toute possibilité d'expression, toute liberté même. Moi, pourtant, les émotions sont le point de départ de mes dessins. Il faut, comme je l'ai dit, une indignation, une colère, parfois même une émotion, une empathie, ça dépend. Mais les émotions des autres, moi, je n'en veux pas dans mon travail. Une fois que j'ai formulé mon dessin, que je l'ai fait, il part dans quelque chose qui vient amener du débat, qui vient peut-être sans doute faire réagir, susciter des choses chez les autres, mais à la limite, ça ne me préoccupe plus, parce que si c'est ça qui vient régir ensuite nos travails ou justement voilà, faire pression sur notre liberté de penser, de créer, c'est plus possible, on ne pourrait plus rien faire avec cette grille de lecture-là. Ouais. Mais du coup, c'est un équilibre, c'est-à-dire que en disant ça, je ne dis pas du tout que c'est de toute façon humainement impossible d'imaginer les réactions possibles de l'infinité des gens et des sensibilités et des singularités. Donc évidemment, ça c'est juste une parole théorique. Ensuite, moi j'ai l'impression que je ne prends pas en compte une sensibilité précise et je ne me dis pas « Ah, ça va déplaire à un tel ou un tel ». En revanche, je prends en compte l'existence nébuleuse et floue de gens qui, 1, ne comprendront pas, 2, ne seront pas d'accord, 3, seront blessés. Pour autant, ça ne m'empêche pas de faire le choix de faire ce dessin et de traiter ces thèmes, etc. Je m'en empare. Mais sans faire, comme toi tu l'évoques, abstraction de tout ça. Moi, au contraire, je pense énormément aux gens qui vont lire mes dessins, déjà juste pour la compréhension, parce que l'humour, c'est un truc c'est pas de l'art pour l'art, ça passe aussi par être compris. Les gens qui font des blagues qu'on ne comprend pas et qui disent « moi je me fais rire moi-même », oui bon d'accord, mais il faut qu'il y ait quand même des références. Mais quand on fait des références même culturelles, qu'on parle d'un personnage que personne ne connaît, ben, ça tombe à plat. Donc de prendre en compte l'interlocuteur, pour moi c'est important, mais c'est pas un interlocuteur précis, mais c'est je sais en faisant ce que je fais qu'il y a une sensibilité autre. Et même si elle est nébuleuse, ensuite il y a une espèce de truc d'instinct, de ressenti intime, de comment je prévois, c'est une espèce de prévision, et ça ne m'empêche pas d'agir et de faire. Mais en tout cas, je l'ai perpétuellement en tête, contrairement à toi. Mais c'est marrant du coup de voir comment on fonctionne. Non, mais si, je ne suis pas complètement dans ma grotte hermétique toute seule à me dire ce dessin. Non, bien sûr que ça... évidemment, quand on est dans une rédaction, on échange, et puis comme on est aussi avec des lecteurs qui nous suivent, il y a forcément de l'échange, où parfois, quand on se plante, on le sait, on nous le dit, ou même on le voit, ou on repense le dessin autrement. Mais je parlais surtout de cette masse de réseaux sociaux qui est tellement énorme, gigantesque, et qui vient tout surplomber. C'est impossible de prendre en compte tout ça. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais c'est quand tu es parfois pris dans des trucs vraiment où tu reçois des milliers de messages, c'est sûr que ça impacte. C'est tellement... ça vient presque te déconcentrer, tu n'arrives plus à penser à autre chose, tellement ça vient par vague, et puis en plus il y a un espèce d'effet des réseaux sociaux où il y a toujours un truc qui arrive, et comme par exemple, pour parler de mon cas, comme je travaille en quotidien, bien sûr je lis la presse papier, mais parfois la presse papier ça suffit pas, il faut aller se documenter sur les réseaux sociaux, où là, il y a une immédiateté de l'actualité, un truc qui est tombé il y a 5 minutes sur lequel tu pourras réagir peut-être pour être au plus près de l'actualité du dessin qui arrivera demain. Donc dès que tu travailles avec ce support de réseau social, il y a de la communication qui peut être extraordinairement riche, des échanges, des trucs immédiats, mais tu as aussi tout un tas de trucs qui viennent aussi polluer. Et c'est à ça que je faisais référence. Il faut essayer de ne pas se faire non plus polluer par toutes les réactions diverses et variées, les gens qui viennent couiner littéralement après un dessin qui leur a pas plu, alors que bon, il y a beaucoup de gens aussi qui ne savent pas forcément lire, d'autres qui le mécomprennent. On voit à quel point parfois il y a un manque de pédagogie aussi sur le dessin de presse. C'est quelque chose à faire, vraiment, j'ai l'impression.
Parce que c'est un dessin qui est particulier, quoi. Il est codifié. On le voyait déjà dans Silex, là, tous les parallèles que tu fais pour parler de caricature, pour parler de religion. Voilà, ça, c'est des codes qui t'amènent à des références qui sont actuelles, universelles, quoi. Et c'est ça aussi le génie du dessin, c'est de pouvoir amener dans le réel dur, mais par des choses qui sont à la fois marrantes, des images, des métaphores, du dessin qui est soit purement graphique ou de la bulle qui vient répondre du tac au tac. Il y a des tas de formes. Je me perds un petit peu, mais voilà. Exactement. Bah, je vais rebondir sur ça. On va passer le dessin 1. Donc, oui, c'est ça, en fait. La liberté de penser, elle a beaucoup changé. Oui. Elle a beaucoup changé au fil du temps, mais surtout, elle a adopté de nouvelles formes. Donc, par exemple, Jules, représentant Montaigne sur Mythique ou Zeus agressé d'agression sexuelle, quel est l'intérêt principal que vous trouvez à transposer des phénomènes contemporains à des contextes passés? Et y a-t-il un aspect rassurant ou du moins confortable à utiliser ces personnages antiques pour illustrer notre société actuelle? Là, on parle donc de 50 nuances de grec, effectivement. Parler des grands mythes fondateurs, bah, c'est comme mettre en scène les religions, finalement. Les grands mythes fondateurs, c'est un terreau sur lequel on n'a pas fini, je dirais, de grandir et de pousser. Et quand on parle de notre société, on sait, il n'y a pas que les psychanalystes ou les marques de fringues qui utilisent voilà, l'Antiquité grecque. Voilà, il n'y a pas que les slips Athéna et les foulards Hermès. Il y a aussi des choses qui nous constituent dans notre vocabulaire, dans ce qu'on, la façon dont on pense, tout simplement. Et donc oui, en fait, on touche directement à la racine de nos fondamentaux. Donc c'est très pratique, très utile et très efficace. Et c'est pas seulement du coup un stratagème, un procédé, mais ça l'est aussi. En fait, moi, mes grands modèles, je les ai pas forcément. Si on parlait des Simpsons, évidemment, dans cette espèce de rythme, de gaieté particulière, mais je sais que mes grands modèles, un peu pour mon travail, c'est plutôt les moralistes, en fait. C'est plutôt La Fontaine. Ou La Bruyère. Moi, quand je dessine des singes dans Silex and the City ou des dinosaures ou des gens qui disent des conneries comme ça, c'est une transposition, ma manière de fable de gens d'aujourd'hui, ce qui me permet d'aller beaucoup plus loin, comme eux, effectivement, se cacher derrière des stratagèmes littéraires pour parler de choses qui étaient extrêmement incandescentes, dangereuses, choquantes de leur époque, dans un monde ultra violent, ultra hiérarchisé et voilà, dangereux en général. C'était leur époque. La nôtre l'est d'une certaine façon aussi, aussi difficile, mais d'une autre manière. Et donc effectivement, ce truc-là de la mythologie ou la préhistoire, c'est un détour qui me permet de continuer, de poursuivre longtemps et de ne pas être dans le paroxysme et dans l'impact direct, mais être dans une espèce de traitement au long cours, en fait, de ce qui, moi, me rend fou de colère ou me terrorise. Donc voilà, c'est par petite dose, par petite touche, alors que le dessin de presse, c'est par injection, grosses injections. C'est une question de dosage. Moi, je suis microdosé. Là, c'est vous, Coco. Romain l'a dit tout à l'heure, en janvier 2021, vous avez succédé à Willem à Libé, à Libération. Comment vous percevez les différences avec Charlie, passer d'un hebdomadaire à un quotidien? Et je me demandais en particulier si à Libé, on vous imposait des limites que vous n'avez pas à Charlie. Non, je travaille sensiblement de la même manière, c'est-à-dire je fais une revue de presse de l'actualité, les sujets qui m'intéressent, et je suis la réunion en distance à Libération pour savoir quel sera le contenu du journal du jour, suivant les sujets. Il y en a un que je chope, qui recoupe ma revue de presse. Mais sinon, je travaille en totale autonomie et personne ne me dit rien. Je propose juste plusieurs dessins, comme je le faisais à Charlie, comme je le fais à Charlie d'ailleurs. Donc rien ne change là-dessus. Le seul truc qui est un petit peu différent, c'est que à Libération, c'est un dessin plus éditorial. Un dessin qui pourrait... et encore, je ne sais même pas trop comment le définir, mais j'ai l'impression que parfois, je mets quand même un peu ma patte satirique dedans. C'est très variable. Disons que
J'y pense pas trop, j'essaye de... Enfin, j'y pense, bien sûr, il va penser que je pense à rien. Non, mais disons, comme c'est déjà pas mal de pression d'essayer de faire un bon dessin tous les jours, surtout après Willem, qui est quand même pas n'importe qui dans le métier, ça reste quand même une pression. Et j'essaye de m'amuser et de prendre ça comme un laboratoire. C'est l'expression que j'ai souvent pris en parlant avec des collègues, c'est que c'est mon laboratoire avec les actualités, ce que j'arrive à combiner, à dire. Parfois, il y a des croisements d'actualités qui tombent tout à fait justes. Parfois, on est plus frontal, où on reste dans le sujet. Là, dernièrement, j'étais à fond sur Gérard Miller. J'étais vraiment en colère contre ce type dégueulasse. Franchement, voilà. Qui a fait une voix dans la saison 3 de Sex and the City. Voilà. Non, mais il y a des tas de... tous les jours, il y a quelque chose, en tout cas, qui vient soit m'indigner, me révolter. Bon, bah, bien sûr, il y a eu... il y a l'Ukraine, il y a ce conflit au Proche-Orient. Vraiment, on manque pas de sujets quand même, que ce soit à la fois géopolitique, en politique française, société, rapport homme-femme. C'est quand même un vivier génial. Et puis pour revenir juste sur ce dessin, c'est un dessin qui vaut encore aujourd'hui, c'est-à-dire que pour l'expliquer, liberté d'expression, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de mais en boucle, c'est quelque chose qui est souvent venu après des dessins qui ont fait soit réagir, soit carrément brûler la rédaction à Charlie. Et je me souviens que cette expression « il n'y a pas de mais », elle était déjà là à cette époque, en 2011. C'est-à-dire que quand il y a un dessin qui sort, souvent il y a toujours quelqu'un qui dit voilà, votre dessin il est super, vous avez le droit de le faire, mais... Et il y a toujours un mais qui vient se poser pour dire mais c'était pas le moment, mais était-ce bien raisonnable, mais machin. Et en fait ce mais vient presque tout péter, quoi. C'est vraiment... On déteste ce mais. On le veut plus. Coco, je voudrais juste poser une question dans le prolongement de celle d'Alexandre. Quand est-ce que vous savez que vous l'avez, votre dessin? Quand est-ce qu'il y a un moment où, alors évidemment, il y a le temps qui tourne, donc il faut quand même donner quelque chose. Ouais. Ça, c'est une contrainte. J'appelle ça envoyer les plats, moi. À un moment, il faut que j'envoie les plats. C'est ça. Mais quand est-ce qu'on sait qu'on l'a, ce plat? Quand est-ce qu'on sait que c'est celui-là qu'on va envoyer? À quel moment est-ce qu'on sent quelque chose? Par exemple, pour prendre l'exemple de Gérard Miller, alors j'étais sûre de moi direct. Quand il y a eu... Quand on a parlé de ce truc d'hypnose, j'ai tout de suite eu l'image du pendule. Et je ne sais pas si vous voyez ce dessin, je crois qu'il n'est pas dans les sélections parce qu'il y a peut-être des enfants dedans. Oui, d'accord, ok. Bon, je vais juste le raconter. Mais voilà, j'ai fait et maintenant MeToo hypnose parce que c'était vraiment là l'hypnose, le pendule. Et j'ai fait Gérard Miller de dos, mais on voit que ses fesses et on voit un pendule entre ses jambes. Je ne dis pas ce que c'est. Et devant, il y a eu, et puis il est en train de dire à une femme qui est en train de perdre connaissance, quoi, d'être hypnotisée. Vos paupières sont lourdes, et voilà, c'est sa méthode pour hypnotiser. Et ça me faisait marrer, mais à la fois ça dit, même sur ce ton drôle et un peu caustique, ça dit quand même pas mal de la perversité d'un homme qui serait, je parle bien sûr au conditionnel, bien sûr, qui serait obligé de passer par là pour arriver à abuser d'une femme. C'est quand même assez... J'ai trouvé ça quand même assez terrible comme témoignage. Donc par exemple, celui-là, j'ai eu l'idée un peu presque comme ça, quoi. Et puis après, des fois, il y a le dessin qui met longtemps à arriver, quoi. C'est un peu plus longtemps, des heures, il faut plus réfléchir. Là, par exemple, j'avais fait un croisement dernièrement sur le vote à l'aide à l'Ukraine, savoir si c'est Macron qui a lancé ça pour un peu tâter le terrain, savoir qui était plus ou moins pour la Russie, pour Poutine, et qui était plutôt pour aider l'Ukraine. Et j'ai fait un parallèle avec l'aide à mourir, comme c'est actuel. J'ai fait Zelensky avec les F-16. Voilà, quand est-ce qu'on sait? Je sais pas si il y a des dessins que j'aime bien et puis il y a des dessins que j'aime moins dans mes sélections. Je fais à peu près 3-4 dessins par jour, 4 dessins en moyenne.
S'il y en a un que je trouve trop mou dans ce que j'ai fait, je le vire, j'en propose que 3 parce que j'essaie d'être maligne, j'ai envie qu'on prenne les plus péchus. Et puis parfois j'en laisse 4 parce que c'est nuancé, il y a plusieurs sujets. Parfois je fais 4 dessins sur un même sujet mais avec des angles différents, ça peut être variable. Du coup, ma question, je trouve, résonne avec ce que vous avez dit à propos de ce dessin et Monsieur Miller, mais elle s'adresse évidemment aussi à Jules. C'est comment fait-on rire à travers un dessin, et une caricature est-elle faite que pour faire rire? Et sinon, quelles émotions sont-elles censées susciter, ou en tout cas, quelles émotions vous espérez susciter pour le lecteur? Alors, c'est une bonne question parce que je ne sais pas exactement quoi répondre. Parce que sinon, je sais quoi répondre sur tout et n'importe quoi en général. La première partie, c'est comment est-ce qu'on sait si... Non, comment on fait rire. Comment on fait rire, là, pour le coup, on sait bien, il y a le vis comica, quoi. Il y a des gens qui sont drôles et puis des gens qui galèrent pour faire rire, même si, au fond, ils ont un tempérament jovial. Et ça... c'est de l'instinct. Je sais pas, on sait quand on est drôle en fait. On sait quand on est drôle, on se fait rire soi-même, on a envie de le partager. En fait, c'est un truc, voilà, c'est ce truc que j'évoquais, le côté relationnel du dessin d'humour. C'est peut-être différent pour les filles. J'ai jamais posé la question. Non, attention, j'ai pas fini ma phrase. Pour les mecs dessinateurs d'humour, demandez-leur. Ils commencent à faire des dessins d'humour pour draguer les filles. En cours, dans les classes, etc. Parce qu'ils sont ni sportifs, ni ils n'ont pas les meilleures fringues, etc. Le seul moyen de se faire remarquer, c'est de faire marrer, en particulier les filles. Et ça, c'est une expérience ultra commune. Est-ce que toi, c'était pareil avec les mecs ou autres? J'en sais rien. Mais en attendant, pour les mecs, il y a ce point de départ. Voilà. Et donc, à partir de là, il y a aussi un truc pour être aimé. En fait, quand les gens se marrent, là, quand vous vous marrez à mes blagues, j'ai une espèce d'aise particulière qui m'envahit parce que vous avez ri. Et donc, il y a ce truc-là très bête, très physique. Et ensuite, comment faire rire les gens? Ensuite, il y a aussi du métier. On sait quels sont les angles qui chatouillent, un terme, une façon de faire, un dessin, une expression. Et voilà. Et donc, on peut s'améliorer. On peut devenir de plus en plus drôle, j'espère, quoi, en fait. Et il faut être intelligible, ça, c'est très important. Et ensuite, la deuxième partie de la question, qui est celle qui, me posait question, c'est quel autre sentiment on a envie de... Parce qu'on a... parfois, dans les interviews, on fait les malins, on dit, oui, on veut que les gens réfléchissent plus, s'interrogent, etc. Moi, je m'en fous un peu. Chacun fait bien ce qu'il veut. Mais, en revanche, je sais que moi, quand je fais le truc, j'essaie de me libérer. De me libérer de quelque chose qui me pèse parce que ça me fout les jetons, parce que je ne sais pas quoi en faire autrement. Parce que sinon, en fait, moi, si je ne faisais pas des dessins drôles, si j'essayais pas d'être drôle comme ça, je serais perpétuellement malade. J'aurais des ulcères, j'aurais des tumeurs au cerveau, je me rongerais de l'intérieur, je me délabrerais comme une vieille cabane devant les assauts des éléments qui m'entourent que je trouve atroces et qui sont insupportables pour moi. Et donc, voilà. Et ce truc-là, peut-être, ce que je rechercherais ou ce que j'espérerais faire ressentir aux gens, au-delà de ce plaisir immédiat de rire et de partager ce truc, c'est une espèce de partage comme on partage un repas ou on partage un baiser, de la même façon, quelqu'un qui se sentirait mieux, qui serait un petit peu libéré, qui aurait trouvé une espèce de moyen de relever un petit peu le couvercle de la cocotte minute, des contraintes, des injonctions sociales, de la peur, de cet ordre de marché droit. Voilà, c'est ce que je rechercherais possiblement. Voilà. Je sais pas, toi, comment... Si, mais moi j'aime bien, j'aime beaucoup faire marrer avec le dessin, mais c'est pas forcément un but en soi. J'aime bien aussi donner à penser un peu, désolée. Mais si, j'aime bien aussi parfois quand c'est plus grinçant, c'est vrai, plus un peu caustique ou parfois même juste une image muette, c'est pas forcément marrant, mais une image seule, ça dit beaucoup, le graphisme. Et que c'est vrai que comme j'ai la chance de pouvoir m'exprimer au quotidien, j'aime bien parfois quand ma semaine est un peu multiple, nuancée. Parfois il y a un éclat de rire, parfois on voit l'image et puis on réfléchit, tiens,
J'aime bien tout, mais c'est vrai que en premier lieu, moi aussi, je suis comme toi, j'aime bien me marrer parce que ça donne une respiration, ça donne de la hauteur. L'actu est quand même grave, on le voit quand même tous. Et moi, je vois beaucoup de gens dans mon entourage qui me disent « Oh, bah, je regarde plus l'actu, c'est trop déprimant. » Et ça, c'est un truc qui m'embête un peu. Parce que je me dis, justement, si déjà la presse va pas super, avec le numérique, avec les gratuits, avec énormément de facteurs pas terribles, économiques. Si en plus les gens lisent plus la presse parce que c'est trop grave ou trop déprimant, là, comment ça va au point d'ailleurs? Non, ça va. Mais oui, non, parfois, il faut essayer justement de ne pas toujours rester sur les sujets qui sont difficiles, graves. Il faut aussi pouvoir aller trouver une respiration avec un petit Gérard Miller qui arrive ou un petit autre chose, quoi. Non, mais la semaine de la presse, par exemple, de parler d'autres choses aussi. La semaine de la presse, là, par exemple, moi, je suis partie, avant de venir ici, j'ai proposé des dessins sur la semaine de la presse. Voilà, en disant exactement ce qu'on vient de dire. C'est déprimant, pauvre gamin. Alors, il y a 7 jours, précisément, vous publiez, si possible, de mettre le dessin 2. Vous publiez ce dessin dans Libération. Il a suscité beaucoup de réactions, qui nous semblent un peu invraisemblables à nous. Vous avez reçu des messages horribles, et puis d'autres de soutien, en tout cas sur les réseaux sociaux. Plein de soutien aussi, oui, c'est vrai. Comment vous vivez ces moments, ces périodes? C'est un moteur pour votre production? Non, c'est pas un moteur de... Enfin, on pense pas que ça va générer un truc... Enfin, surtout un dessin comme ça, que je pensais plutôt soft. Hein. En fait, ce dessin, c'est bizarre, mais parfois on met des trucs plus trash, on dénonce beaucoup plus. Là, je suis partie simplement de constat, en fait. Le constat qu'il y a une famine, une catastrophe abominable à Gaza, et le constat que c'est le début du mois du Ramadan qui va en plus amplifier avec le jeûne. Donc c'est juste constater ça et le mettre en évidence, là où on n'entend pas forcément parler d'ailleurs de cette famine à Gaza, on entend parler de la guerre, mais tout ce qui en découle aussi, voilà. Quoi dire? La dernière fois que j'avais eu un gros scandale, c'était pour un dessin après le tremblement de terre au Maroc, où là il y a énormément de vagues, un peu pareil. C'est vraiment, ça se passe que sur un monde virtuel qui est totalement désinhibé de haine, d'insultes, de menaces, parce que sous couvert d'anonymat, c'est beaucoup plus facile de faire ce genre de choses, d'essayer d'impressionner, mais je suis pas du tout impressionnée par ça, mais alors vraiment pas. Au fur et à mesure du temps, et à Charlie, on a vu quand même beaucoup de trucs comme ça. Alors, ça m'impressionne pas. J'aime bien quand même montrer ce qu'on reçoit, parce que c'est quand même le réel aussi de notre métier. Montrer la violence qui s'abat après juste une image. Donc c'est vrai qu'après l'attentat de Charlie Hebdo en 2015, recevoir encore des menaces de ce type-là, on a l'impression que rien n'a avancé, et c'est assez lamentable, mais soit, il faut quand même aussi le montrer. Ce qui me heurte davantage, c'est la réaction de la députée France Insoumise, qui, elle, a appelé complètement, de manière vraiment ambiguë, à une haine, quoi. Et là, j'ai trouvé ça d'autant plus grave. Quand j'ai vu ce message, je me suis dit, ça, c'est quand même pas rien. J'ai pas du tout hésité à le poster. Après tout, pourquoi ne pas utiliser les réseaux sociaux aussi dans ce cadre-là, puisque tout le monde déverse sa haine? Pourquoi aussi ne pas se protéger de cette haine en montrant ces choses-là, quand bien même elle arrive jusqu'à moi? Voilà. Moi, mon but, c'est... Là encore, tu vas penser que je pense pas du tout au truc, mais si, j'y pense, mais... pour pouvoir rester dans le travail et pour pouvoir rester parfaitement libre de ce que j'ai à dire, à faire, à dessiner,
il faut pouvoir ne pas se laisser impressionner. Et j'ai eu tragiquement, enfin c'est un peu tragique cette phrase, mais en même temps elle est vraie, je peux pas dire autre chose, on en a vu d'autres en fait aussi. Donc ça aplanit un peu les trucs. Sur je vais juste rebondir, pas sur le dessin, mais vous évoquiez, Coco, l'idée de ne pas vous soucier littéralement de ne pas heurter les sensibilités, mais ça c'était à la limite pas votre problème. Alors Jules disait qu'il l'appréciait différemment. Jules évoquait le fait que par exemple le New York Times, depuis 2019, a retiré tout dessin de presse, justement pour ces raisons-là précisément, c'est-à-dire de ne pas heurter les sensibilités et de ne pas risquer une mauvaise interprétation. Parce que ce dessin-là aussi, ce qu'il a reçu, c'est des interprétations qui étaient désastreuses. C'est-à-dire, on vous prêtait des intentions qui étaient absolument pas celles, évidemment, que vous mettiez dans le dessin. Par exemple, il y a des gens qui ont vu un rat et un Palestinien et qui ont dit que je comparais les Palestiniens à des rats. Bon, on reviendra peut-être parce que les élèves ont peut-être des choses à poser sur l'éducation par le dessin, ça sera peut-être intéressant à voir. Mais justement, ce fait que Jules évoquait les États-Unis, qui est à la fois une société extrêmement violente et en même temps une société qui espère lisser les rapports sociaux. Qu'est-ce que ça vous inspire justement, ce fait que, par exemple, dans le New York Times, depuis 2019, il n'y a plus de dessin de presse, c'est-à-dire et qu'il y a une appréciation très différente, effectivement, du dessin de presse vu des États-Unis. Le fait que le New York Times ait arrêté ça, c'était vraiment un signal épouvantable pour la démocratie. Franchement, un dessin de presse, c'est fait pour susciter le débat, justement, pour susciter des réactions. Et là, c'était comme une manière de dire on veut plus d'emmerde, on arrête le dessin de presse. En plus, ça a été assez pervers parce que ce dessin a été vu, choisi par une rédaction, publié, et c'est quand il y a eu en fait tout le bazar autour qu'ils ont dit stop, on arrête. C'est quand même presque trouver un prétexte pour dire voilà, c'est un média qui est plus possible, qui offense. Et bien, moi, je trouve que c'est très important d'être offensé, dérangé et bousculé dans des idées, justement, qui ne sont pas forcément les mêmes ou pas forcément empathiques, qui soient, justement, qui prêtent à discussion, à débat. Oui, je vais proposer qu'on passe à la photo 3. Donc c'est vrai, en fait, ces réactions sont complètement amplifiées par des nouvelles formes de médias, notamment sur les réseaux sociaux. Donc vous êtes tous les deux sur Instagram et vous, Coco, sur Twitter. Pensez-vous que les réseaux sociaux apportent plus d'avantages ou au contraire des avantages concernant cet esprit critique et la liberté d'expression dont on parle depuis tout à l'heure ? Non, moi je trouve ça répugnant, les réseaux sociaux. Moi j'ai pris Instagram parce que c'est un peu ma tête de gondole pour vendre mes livres, hein. Mais sinon je m'en passerais bien volontiers. En fait, on sait très bien que tous les biais technologiques sont faits pour rendre débiles, accros, qu'il y a un biais de confirmation perpétuel, qu'au contraire on passe sa vie à manger son propre vomi comme certains chiens, et que c'est en fait quelque chose que je souhaiterais n'avoir jamais vu de mon vivant. Donc non, je trouve que c'est à chier les réseaux sociaux, et que évidemment moi je suis des trucs sur Twitter, sur Instagram parce qu'il y a des infos qui arrivent et tout, et parce que c'est ainsi fait. Mais je passe mes journées à déplorer que ça existe. Et au contraire, je pense que c'est une espèce de gigantesque, incroyable invention diabolique de crétinisation mondiale et qui, en gros, est à la fois un symptôme et un moteur de la crétinisation triomphante qui a ensuite son volet politique dans l'élection des plus débiles des débiles et des plus sanguinaires des sanguinaires à travers toute la planète, sur tous les continents. Et je pense que c'est exactement le compagnon de route précis des psychopathes qui vont prendre possession de l'entièreté de nos vies dans les générations qui arrivent, quoi. Je préfère voir, je lui fais pas confiance parce qu'elle je suis microdosé, Donc pour cette table ronde, on a rencontré... Attendez, vous voulez ajouter quelque chose sur les réseaux sociaux, Coco ?
Elle aime bien, elle. Non, pas du tout. Non. Mais enfin, ce serait quand même hypocrite de dire que tu as toi-même, tu y es pour partager des choses. Pour vendre, pas pour partager, pour vendre. Voilà. Donc, pour payer le loyer. Non, bien sûr, c'est vrai que dans ce cadre-là de haine en ligne, on ne peut pas encourager, bien sûr, il y a beaucoup de complotisme. Twitter, par exemple, c'est vrai que c'est un réseau social particulièrement agressif, je trouve, parce que politique, parce que beaucoup de trolls, quoi, simplement, qui viennent juste un peu pourrir les trucs divers et variés. Mais à côté de ça, je trouve aussi qu'il y a des possibilités de communiquer davantage, de diffuser du travail. Alors, bien sûr, ça peut être à la fois bien diffusé et mal. Je ne serais pas complètement... je ne fais pas le même constat totalement négatif, même si je trouve sur beaucoup de points, c'est assez négatif, oui. Si. Et puis, moi aussi, j'ai lu La fabrique du crétin du digital. Tous ces écrans, ça fout les jetons. Hein, il ne faut pas rester que là-dessus. Là, je parle aux élèves que j'ai en face de moi. Je fais un peu de pédagogie anti-écran. Voilà. Ma fille, par exemple, elle revient de l'école et elle dit, voilà, aujourd'hui, c'est la journée anti-écran. Alors nous, on n'a pas de télé, on n'a rien, on n'a pas d'écran, on n'a pas de réseaux sociaux. Je ne sais pas comment elle va grandir après dans le monde, mais pour l'instant, ça va très bien. Justement, pour cette table ronde, on a rencontré pas mal de classes du collège et du lycée. Et plus de 70% d'entre eux, entre la 4e et la terminale, expliquent s'informer principalement sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous observez que les algorithmes sont des freins au développement critique d'un adolescent? Si oui, quelle est la solution? Interdire les réseaux? Imposer une régulation plus stricte? Moi, c'est vrai que dans ce cadre-là, moi, je ferais un peu comme Kim Jong-un. Hein. Je fermerais tout à un moment donné. Hein. J'aurais envie de faire ça. Hein. Mais quand c'est un peu comme ça, on n'a plus envie. On a envie de couper tout le bazar, quoi. Mais pensez par exemple en Iran. En Iran, quand il y a eu la répression, s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux justement pour diffuser une résistance, c'est quand même aussi important. Et quand les réseaux sociaux sont coupés, il y a toujours un truc pour pouvoir parler. Parfois, voilà, c'est important. Alors, je m'éloigne du truc, mais c'était quoi la question déjà qu'est-ce qu'on doit faire contre les écrans? Non, mais est-ce que vous pensez que c'est un frein à l'esprit critique? Les algorithmes, oui. Oui, exactement. Et est-ce que vous voudriez proposer des solutions pour essayer d'ouvrir un peu cet espace-là? On dînait avec Mark, je crois, Zuckerberg, la semaine dernière, Coco et moi. Et on lui disait vraiment, tu déconnes. Ouais, on dînait pas avec Elon, hein, parce qu'il est dingue, Elon. Non, on peut pas. Quoi dire? Non, là, franchement, moi, je sèche complètement. Non, mais c'est juste pas de notre ressort. Moi, j'aimerais dire juste d'ouvrir des livres, juste plus. Je veux pas que les tablettes remplacent les livres et que les écrans les écrans tactiles remplacent le stylo, la plume. Ça fait peut-être un peu vieille con de dire ça, mais moi je travaille avec du papier, par exemple, de la plume, de l'encre, et je suis pas du tout passée à la tablette parce qu'il y a un réel plaisir à la matière, à créer, à toucher même, le papier. Et en fait, la lecture sur écran, c'est épuisant, je trouve. On se plonge et on mémorise davantage, je crois, selon les études, quand c'est du papier, quand c'est du support papier. C'est vrai que c'est peut-être... en fait, moi, je pense que c'est pas moins bon pour les arbres parce que toutes les saletés qu'il y a dans les tablettes, franchement, c'est pas non plus très écologique. Mais soit, j'ai pas réellement de solutions, si ce n'est éducative. Voilà, on a aussi la vie qu'on choisit, acheter un portable, acheter un livre, aller chez Chine, ou alors aller dans une boutique vintage, j'en sais rien. Enfin, il y a des choix aussi de vie. Il faut pouvoir aussi éduquer, faire beaucoup de pédagogie. Voilà, moi j'ai que ça comme idée.
Très bien. Alors du coup, vu que cette question vous a pas été, n'a pas été votre préférée, j'en ai une qui est vraiment complètement différente. Du coup, quelles sont vos idées pour justement contribuer, vraiment comme Inès l'a dit, au développement de l'esprit critique chez les adolescents, surtout face à une école, afin de faire la différence entre la liberté de penser et les injures? Ben, en fait, peut-être qu'il y a la dimension de plaisir, en fait, qui fait que j'imagine que les profs, si on parle des adolescents et de l'école, les profs sont souvent prisonniers de leur programme, de leur matière, et donc doivent dérouler, envoyer les plats, comme dirait Coco, et finalement traitent de tous ces sujets de liberté d'expression et d'esprit critique de manière un petit peu désinvolte, ou juste s'ils n'ont pas le moyen technique et temporel de le faire. Et quand c'est fait, c'est très souvent fait de manière assez, je dirais, rigide, un petit peu convenue, et avec toujours un peu la peur au ventre que ça dégénère, j'imagine, quand on traite de tout ça. Encore une fois, l'école alsacienne n'est pas, je dirais, le maître étalon en la matière. C'est difficile pour les profs. Moi, j'ai une dévotion et une admiration incroyable pour les profs un peu partout, et parce que c'est vraiment un truc à porter très difficile et qui, en général, ils portent tout seuls quand ils ont de la chance avec leur direction, mais c'est assez rare finalement. Et donc ce truc-là fait qu'ils sont bien coincés. Et puis, du coup, quand on évoque ça, c'est chiant, les cours sur la liberté d'expression, probablement, j'imagine que c'est quelque chose d'un peu fastidieux, même à subir en tant qu'élève. En revanche, quand il y a une dimension un peu de plaisir, justement, quand l'humour peut atteindre les ados, et que ça passe d'abord par le fait de le vivre plutôt que de l'analyser, de le ressentir plutôt que de le théoriser, je pense que là, on gagne. Donc moi, je favoriserais plutôt cette pédagogie de l'usage, en fait, d'en faire usage. Et peut-être, j'en sais rien, là je pense tout, je réfléchis au fur et à mesure que je parle, mais c'est-à-dire que moi je sais que ces histoires de liberté d'expression, moi j'ai eu du bol, je n'étais pas à l'école alsacienne quand j'étais petit, j'étais dans une école un peu style Montessori, un peu à la cow-boy, quoi, qui s'appelait De Crolly, bon il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Mais c'était une école où, au contraire, on disait qu'il fallait perpétuellement critiquer, mettre en question les profs, critiquer ce qu'on nous donnait comme acquis. Et donc, de la maternelle à la troisième, j'ai eu une espèce de formation intense, commando, dans le fait d'avoir de l'esprit critique et de critiquer. Et c'est très fatigant pour les profs, c'est très fatigant pour les parents, et il y a des classes entières d'enfants raisonneurs, et qu'il faut remettre à sa place aussi, j'imagine, souvent. Mais et on l'a fait en se marrant, en expérimentant, etc. Et je faisais des dessins et des blagues sur les profs, sur le monde, depuis l'âge de 6 ans, 7 ans. Je faisais des journaux, etc. Et cette chose-là, le fait de l'avoir vécu, d'avoir vécu le plaisir de m'engueuler avec des gens, etc., et en étant petit, et avec des enjeux qui sont des enjeux moins explosifs, moins des questions de vie ou de mort que quand on se met à traiter de l'actualité et de choses pour lesquelles les gens meurent à travers le monde. Quand on le fait petit, on devient aguerri à ça. Donc je pense que peut-être c'est ça, de ne pas attendre le collège, le moment où les ados veulent tous s'entretuer ou coucher ensemble, où on est dans une espèce de tempête hormonale et neuronale. C'est difficile de parler de la liberté d'expression à ce moment-là, parce qu'on a envie de tout péter. Et peut-être effectivement que ce soit les petits, en fait, qui prennent plaisir à ça. Oui, il m'est arrivé de faire pas mal de... En fait, après l'attentat de Charlie, comme il y a eu énormément de dessins d'enfants, de jeunes qui y sont arrivés, on a créé une association qui s'appelle Dessiner, Créer, Liberté. On a fait un livre qui est un réel outil pédagogique pour aller faire des ateliers dessins de presse dans plusieurs classes, et des classes très différentes. Ça peut être en banlieue, ça peut être en province, ça peut être dans des tas d'endroits. Et il m'est arrivé de faire ces ateliers, d'accompagner mes collègues Séverine et Agathe sur le terrain, et de voir, c'est vrai, comme tu le dis, Jules, que en fait, quand les enfants sont petits, ils sont beaucoup plus... Ils ont un espèce de naturel déjà avec le dessin. On les chope tout de suite, ils rigolent, ils comprennent très facilement en plus les codes de la caricature, tout ça. Et quand ils sont ados, là, il y a beaucoup plus d'élèves qui peuvent être fermés aussi sur ces questions de laïcité. Voilà, il
il y a quand même des choses qui sont difficiles à aborder. Et, bien sûr, on l'a vu, on peut pas ne pas penser à Samuel Paty, son cours de liberté d'expression. Quand il a montré les dessins de Charlie, il voulait justement essayer d'avoir une approche pédagogique un peu différente en montrant des dessins un peu graduellement, en montrant comment on pouvait... Comment on pouvait parler de droit au blasphème, en montrant, j'imagine, des caricatures de la Révolution française. Enfin, j'imagine bien le cours qu'il aurait voulu mener à bien, mais il y a une telle dureté de certains gamins par rapport à ces questions-là que c'est difficile. Les profs sont un relais pour nous, mais ils sont confrontés à tellement de choses que beaucoup préfèrent se censurer. Et franchement, c'est difficile de les blâmer c'est difficile de blâmer un prof qui a peur pour sa vie d'aborder certaines questions quand on voit ce qui s'est passé pour Samuel Paty et Dominique Bernard. Donc, moi, je pense qu'il faut toujours plus de pédagogie. Effectivement, peut-être parler de ces questions de laïcité plutôt, d'avoir une réelle éducation à l'image sur ce que c'est, parce que le dessin de presse n'est pas inventé depuis Charlie, il existe bien depuis bien longtemps et par des périodes historiques. C'est pour ça que les profs d'histoire aussi sont en première ligne, j'ai envie de dire. Je pense qu'il faut jamais reculer et pas se laisser impressionner, même si parfois c'est un peu décourageant quand même. C'est un peu décourageant, mais il faut essayer de tenir bon et de trouver toujours des méthodes pour rendre ça attractif, pour montrer aussi que cette culture-là, c'est la nôtre, c'est une force, et c'est aussi une spécificité unique. Un pays laïque comme le nôtre, c'est une chance. Alors je ne sais pas combien de temps on a encore. On peut avoir encore une question des élèves avant de passer la parole à la salle. Voilà. Allez-y. Vas-y, Alexandre. Peut-être changement de thème, changement de dessin, si c'est possible, d'avoir le dessin 4, justement par rapport à la... voilà, c'était un dessin qui était fait après l'attentat de Samuel Paty, tout simplement. Voilà. Donc la situation, elle est compliquée pour beaucoup de professeurs qui sont menacés, ils sont parfois agressés. Et puis il arrive aussi parfois qu'elle soit compliquée pour certains élèves. On ne peut pas ne pas parler de Mila. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, Mila qui avait notre âge, Elbouna, Inès et moi, quand en 2020, après avoir critiqué l'islam sur Instagram, elle a reçu des centaines de milliers de messages de haine, de menaces de viol, de trucs absolument horribles, et qui a dû être déscolarisée, être placée sous protection policière. Vous qui avez vu, qui vivez ce qu'elle vit, qu'est-ce que vous voudriez lui dire si vous en aviez l'occasion ? Déjà, elle a critiqué l'islam après un long flot, je crois, d'insultes qui s'en prenaient en fait à son homosexualité. En fait, elle a reçu, il me semble, pas mal de messages insultants. Et c'est vrai, un peu comme un ras-le-bol. Elle a lancé sa phrase sur le prophète, qui était, voilà, qui était normal, quoi. Enfin, c'était pas, ça rentrait pas dans, c'était pas condamnable, quoi. Je veux dire, c'était rien. Mais c'est vrai que ça a pris une dimension assez folle. Qu'est-ce qu'on a envie de lui dire? C'est juste navrant, une gamine de 16 ans qui a à vivre ces choses-là, et puis qui est maintenant une espèce qui doit vivre toute sa vie avec ça, quoi, avec ce drame, se construire comme ça, sans doute ressentir une colère par rapport à tout ça. Voilà. On a envie qu'elle soit plus libre, moins en colère, et qu'elle s'épanouisse, mais ça semble difficile. Ça semble difficile après tout ça. C'est-à-dire, ça l'a construite pendant des années maintenant. Le paramètre étant les réseaux sociaux. Ouais. C'est-à-dire que tout ça s'est passé sur les réseaux sociaux, par les réseaux sociaux, à travers les réseaux sociaux, le début, le milieu, la fin, et ça continue comme ça. Et si on peut lui dire juste de quitter à jamais les réseaux sociaux et
si on veut reconstruire ou construire quelque chose, il faut le faire à côté dans ces cas-là. C'est vraiment l'illustration typique de la monstruosité de ce que peuvent donner les réseaux sociaux, ces effets de mode, cet amplificateur de ce qu'il y a de Mais pire. là encore pareil, elle essaye de faire de la chanson, elle essaye de faire comme toi, de diffuser ses chansons sur les réseaux sociaux et de gagner sa vie. Elle peut pas. Comment tu fais sinon? Il y a aussi ouais, mais bon, c'est vrai qu'il y a 10 ans, ça n'existait pas, donc il y avait... ouais, bon, there is a way. Toujours dire. C'est comme dire, on peut pas ne pas prendre l'avion. Une dernière question, avant de passer la parole au public. Ouais. Notre dernière question, ce serait à vous deux. Si jamais, demain, vous réveillez rue Grenelle, vous êtes ministre de l'Éducation nationale avec un président et un Premier ministre plutôt cool qui vous laisse faire ce que vous voulez avec l'école, qu'est-ce que vous faites pour développer l'esprit critique chez les jeunes, chez les écoliers? Plein de dessins sur Attal. Moi, je change la déco qu'avait mise Amélie Oudéa-Castéra. Je mets mes enfants à Stanislas et puis... et je me casse à Honolulu. Hein. Merci beaucoup. Alors on va passer, on a je crois un petit peu de temps pour passer la parole au public pour des questions. Bonsoir. Merci déjà beaucoup. 1, 2, 1, 2. Merci beaucoup pour cette intervention. C'était hyper riche, que ce soit dans les questions ou les témoignages. Moi, j'avais 2 questions. La première, c'était, Coco, comment tu fais pour ne pas être impressionné? Est-ce qu'il y a des trucs et des astuces qu'on vous apprenne chez Charlie Hebdo quand vous arrivez en disant, voilà, la to-do list à faire pour survivre? Et est-ce que la criminalisation des menaces de mort en ligne, ça a rendu la situation plus facile à vivre? Moi, j'ai pas de méthode. Hein. C'est juste, c'est vrai qu'au fil du temps, et puis comme j'ai dit tout à l'heure, une espèce de faculté peut-être que j'ai développée à force de mettre les choses un peu, les priorités d'un côté et les autres de l'autre. Oui, c'est important pour les menaces en ligne et c'est bien qu'il y ait eu des condamnations répétées. Il y en a eu par exemple pour Mila aussi. Après on a l'impression quand même que c'est un peu moins, qu'il y a un peu moins d'impunité quand même. Quand bien même il y a toujours, ça continue, mais c'est bien de marquer le fait que tout n'est pas possible sur les réseaux, que la haine ne peut pas s'exprimer et jaillir comme ça sur quelqu'un gratuitement, même oui gratuitement, c'est impensable. Mais en fait, peut-être que je réfléchis à ma solution Kim Jong-un et tout fermer. C'est vrai que c'était pas si mal comme idée. Ouais, peut-être. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est qu'il faut assumer la coupe. Bonsoir, je réagis sur la dernière question qui vous était posée. Alors, je ne me prends pas du tout pour ministre de l'Éducation, mais je me dis depuis longtemps, il faudrait quand même instaurer des cours d'enseignement d'humour à l'école, de pratique, pour retrouver un peu de légèreté, et ne serait-ce déjà pour apprendre aux gens à comprendre ce que vous dessinez. En tout cas, cette histoire, moi j'en parlais pour les petites classes, pour les petits, en fait... ils peuvent avoir un esprit de sérieux, les petits, mais ça ne dure pas très longtemps. Il y a toujours le jeu qui gagne, qui regagne toujours sur la discipline, sur l'esprit de sérieux. Les ados, c'est autre chose. Donc effectivement, moi je pense qu'il y a des choses à faire à l'école, mais très en amont, avant le collège, très clairement. Bonsoir. Est-ce que vous vous êtes déjà fixé une limite quand vous avez fait un nouveau dessin en vous disant « Ah là, peut-être que je suis allé trop loin et j'aurais pas dû ». Non. Oui. En fait, c'est-à-dire que en permanence, il y a plein de pensées discriminantes qu'on fait quand on fait un dessin. La première étant, est-ce que le dessin est drôle? Est-ce que le dessin est compréhensible? Oui, ça. Ça, voilà. Et donc,
déjà ça borde. En un sens, c'est une limite. Et je ne suis pas en train de parler d'une limite morale ou d'une limite de thématique à ne pas aborder. Ensuite, donc voilà, pour commencer. Ensuite, parfois, moi je m'interroge sur le sens du dessin, c'est-à-dire pour la gratuité absolue, c'est-à-dire la vanne gratos. J'ai envie que soit il y ait une deuxième dimension, soit que ce soit un petit peu plus profond et pas que superficiel. Et pourtant, il y a des trucs, c'est juste, ça fait marrer. Et des blagues qu'on pourrait faire entre potes, tac au tac, comme ça en ping-pong, qui font marrer. Non, mais ça, c'est pas du dessin. C'est pas. Non, mais tu vois, typiquement, voilà. Donc, et des blagues où je me dis, bon, bah, ça, je vais pas faire Non, mais une vanne qui pourrait être un dessin. C'est pas parce que ça a été marrant sur le coup de l'impulsion, etc., que forcément ça a vocation à être un dessin, alors que ça pourrait l'être techniquement. Et ensuite, moi, je me souviens d'un truc, en fait, à un moment où je me suis interrogé. Souvent, je donne cet exemple, il doit y en avoir d'autres, mais celui-là, je m'en souviens, puis comme je l'ai répété plusieurs fois quand c'est une question récurrente, il y avait une skieuse, ça fait un petit moment, comme ça, qui était très célèbre, olympique, ou je sais pas qui s'appelait Régine Cavagnou, et qui est morte dans un accident de ski. Je m'intéresse pas au ski, je connaissais probablement même pas Régine Cavagnou avant qu'elle meure. C'était la une, il fallait que je fasse un dessin rapido, c'est tout, c'est dans Charlie. J'en ai un après. Et c'était la vie au sport d'hiver, Régine Cavagnou, sa vie au sport d'hiver, et puis c'était la journée sur les pistes, le soir en boîte avec un cercueil. Vous voyez, vous vous marrez. Et c'était marrant. Mais au fond, je m'en foutais de ski, je m'en foutais de ce truc. Pourquoi est-ce que je fais une blague sur elle? En fin de compte, c'est même pas une actu importante pour le monde. Pourquoi est-ce que, à part juste vous faire marrer comme ça? Et donc c'était du rire gratos. Oui, c'est jouissif, mais je l'ai publié, tout ça et tout. Puis rétrospectivement, je me dis, ouais, ok, je me le serais pas limité en pensant c'est pas bien ou je sais pas quoi. Mais finalement, c'est le côté vraiment gratos. En fait, s'il y avait que ça en magasin, mais il y a une telle possibilité de nombre de trucs marrants qu'on peut faire et importants. C'est pour parce qu'il faut tout. Moi, j'attends. Attends. Et juste par rapport au quotidien, c'est une autre pression. Moi, je bosse pas au quotidien. Et donc j'ai le temps de percoler les choses et de faire ça. Quand on est dans un truc de quotidien, si on a une blague et qu'on peut la balancer, on la balance parce que comme ça, on est en vacances et puis on peut faire autre chose pour la fin de la journée. Il y a un truc concret aussi. Allez, ok, vrai. Envoie les plats. Peut-être. Mais peut-être pour rebondir sur le dessin de ski, parce que moi aussi j'ai fait un dessin de ski, mais il n'a pas été pris, mais je l'aimais bien. C'était après la mort de Gaspard Ulliel. J'ai mis Gaspard Ulliel est mort. Et là, j'ai fait Schumacher dans un lit qui dit « Nia chance ». Voilà, c'était un peu humour noir. Mais j'aimais bien, c'était juste la façon de sortir quelque chose à deux accidents près. En fait, là, quand je pense à vos deux dessins respectifs, il y a quand même le modèle canonique auquel on pense tous, c'est le bal tragique à Colombey, les deux églises. Oui. Qui n'était pas un dessin. Oui, qui était juste un texte, c'est vrai. Qui était un texte, mais qui aurait pu être un dessin, parce qu'on imagine très bien le dessin. Et c'est vrai que le poids aussi, tu disais, Coco, qu'il y a des dessins muets, mais il y a aussi des dessins, je veux dire, avec le texte. Et le texte qui accompagne, souvent, est quand même déterminant de ce point de vue-là. Moi, je trouve qu'il ne faut pas s'interdire s'il y a une idée qui est un peu... franchement, faut la mettre sur le papier. Puis après, si c'est pas... de toute façon, après, le dessin, il est pris ou pas pris. Mais ensuite, on a nos réseaux sociaux, parce que toi, regarde, il y a des dessins refusés de Libé que tu mets sur tes réseaux. Oui, donc le prix, pas pris, et pas vraiment... oui, mais en même temps, je me dis, après tout, pourquoi ne pas... C'est aussi ma liberté d'expression. Si, par exemple, il y a un dessin que je suis prête à assumer pleinement et que j'aime bien, s'il n'est pas pris à Libé, je me dis, pourquoi pas? Si je suis prête à le défendre, et tant que le... Mais ça, c'est important de dire ça, parce que moi, au fond... Quelqu'un ça aurait fait scandale, tout le monde s'en foutait de ce dessin dont je vous ai parlé, ça aurait fait scandale, etc. J'étais pas prêt à le défendre, j'avais pas envie de dépenser un gramme de mon énergie mentale à défendre ce dessin, donc au fond je m'en fichais de ce dessin, ça a fait marrer, et donc c'était pas un truc qui m'importait et que je trouvais important. Le dessin me paraissait pas important, et donc la défense de ce dessin ne valait pas le coup non plus. Mais par contre, un truc effectivement où je sais, où c'est un dessin où je me dis peut-être je pourrais le regretter, mais qui me paraît important, je le ferai. Voilà, c'est-à-dire je m'interdirais pas quelque chose par principe, mais ce truc-là de est-ce que c'est important? Est-ce que ça vaut la peine? Oui, voilà. Mais après, c'est vrai que c'est important aussi de faire son autocritique. Il ne faut pas mettre tous les dessins. Quand on travaille, c'est pas vraiment c'est pas des limites qu'on se fixe, mais voilà, quand on a fait un dessin, on se dit il n'est pas forcément très bon. C'est pas une limite, c'est juste se dire
celui-là je le mets pas parce qu'il n'est pas abouti ou quelque chose comme ça. Il faut juste être un peu et ça arrive et on n'est pas des machines. Hein. On a le droit aussi de foirer un dessin, de se dire bon celui-là je le mets pas, ou même s'il est publié et qu'il est foiré, ben demain est un autre jour. Ouais, mais je pense qu'on doit être, c'est important qu'on soit soi-même sa propre aune. Et qu'il n'y ait pas une espèce de puissance extérieure qui dicterait, en fait, ce qui devrait être la limite ou pas. C'est ça l'important. Je pense que, du coup, c'est des dessins aussi qui nous ressemblent à chacun, avec nos propres façons de faire, de penser, nos propres limites ou nos propres absences de limites. Mais il faut que ça nous ressemble. Et en fait, c'est pour ça que, par exemple, les questions pour la liberté d'expression des sensitivity readers, là, des spécialistes de sensibilité de chaque thématique qui doivent passer à la moulinette, ce qui possiblement pour la communauté, le groupe, l'entité représentée pourrait poser problème. Et non seulement, donc c'est quelque chose qui est proposé, que c'est de plus en plus, à partir du moment où on commence à proposer ces sensitivity readers, on finit par les imposer. On voit très bien que c'est une espèce de pied dans la porte. Et ce truc-là, ça c'est voilà, c'est problématique. Je pense que la limite elle est importante, mais elle doit être autonormée, quoi. Est-ce que au travers de ce débat, on n'a pas l'impression qu'on est en train de valider cette expression qui est des proches, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui? Bah, ça dépend ce que veut dire avec, en fait. Ça veut dire quoi? Avec n'importe qui, c'est en compagnie de n'importe qui, au sujet de n'importe qui, entouré par n'importe qui. En fait, le monde est rempli de n'importe qui, c'est ça le problème. Donc, en fait, si on veut interroger un peu philosophiquement juste cette formule, qui est une formule marrante, en fait, parce qu'il ne faut pas trop en prêter à des proches non plus. Il a trouvé une vanne, il faisait des vannes sur Indochine qui avait des accidents de voiture. Bon, voilà, il y a des trucs aussi un peu gratos de des proches. Hein. Donc, il ne faut pas trop, je pense, la mettre en exergue tout le temps. Mais ce truc-là, n'importe qui, c'est tout le monde, en fait. Donc, alors, je la recontextualise. C'était au flagrant délire. Donc, je la contextualise. C'était au flagrant délire, où il était, je ne sais plus quoi, l'avocat de la partie, je ne sais pas quoi, peu importe, et il recevait Jean-Marie Le Pen. Voilà. Donc c'est en présence d'eux, en compagnie d'eux. Voilà, c'était en l'occurrence dans le contexte. Mais aujourd'hui, comme on l'utilise et que tout le monde s'en est emparé de cette formule, elle est, en fait, elle est gluante parce qu'on ne sait pas comment s'en défaire. C'est difficile à... Moi, je préfère en général, vous savez, comme quand j'allais à la campagne, de temps en temps, quand j'étais petit, il y avait des foires. Et puis, un des jeux, c'était de lancer un petit anneau sur la tête du canard. Et en fait, les canards, ils sont incroyables parce qu'ils arrivent à esquiver à chaque fois les anneaux où on essaie de leur lancer. C'est super dur, en fait. Ils ont le sens de ça. Moi, je sais ça. J'ai l'impression d'être le canard qui esquive l'anneau en permanence. Bonsoir. Est-ce que vous ressentez une certaine pression de l'ascension du politiquement correct ou du mouvement woke sur votre liberté d'expression? Non. Non. Je vois bien en tout cas, qu'il y a des choses qui essayent de percer. Par exemple, quand je suis arrivée à Libération, j'avais fait un dessin sur ce sujet, sur plus ou moins la cancel culture, et ça me faisait marrer cette histoire de Blanche-Neige qui se faisait embrasser, endormie. Pour moi, c'est un mythe aussi, Blanche-Neige, tous ces contes-là, c'est des images qu'on utilise beaucoup, comme les fables, en fait, dans nos dessins. Et j'ai trouvé ça assez rigolo de faire la Blanche-Neige qui répond au prince « Je peux t'embrasser », puis en fait, elle a eu des histoires avec 7 nains, donc vas-y. Mais ça a l'air un petit peu gratuit, comme ça, c'était une manière aussi de s'amuser avec ça, parce que si on en est réduit à penser qu'une Blanche-Neige, qui est franchement un dessin animé, un des premiers Disney magnifiques,
une histoire, à penser que cette femme est réellement endormie et se fait embrasser par un type qui va réellement profiter de son sommeil pour abuser de sa bouche. Enfin, je veux dire, on n'est pas rendu, quoi. Moi, il y a des gens qui ont dit c'était de la culture du viol, mon dessin, ces choses-là, mais pas du tout. C'était pas du tout l'axe. L'axe, c'était de dire que tout ça n'est pas réel. Et bien sûr, on a Romain Bret sur la scène, et on peut aussi aborder le cas de Bastien Vives qui, dans sa création, là, Romain Bret a été abusé par Bastien Vives dans son enfance. Voilà. Mais je ne parle pas du tout des messages ou des choses qu'il a dites sur les réseaux sociaux qui, pour moi, étaient du harcèlement en ligne et qui sont condamnables et pas bien. Il s'est excusé beaucoup là-dessus. Mais sur ses créations, sur ses livres qu'il a fait, qui étaient pornographiques, érotiques, voilà, qui étaient sous blister, qui étaient interdits au moins de 18 ans, sortis déjà il y a 5 ans, qui sont des histoires, c'est vrai, qui parlent d'enfants, qui parlent de sexualité, mais j'ai toujours trouvé qu'il y avait beaucoup aussi d'innocence. C'était abordé de manière voilà, assez fine, bizarrement. Et voilà, c'est pas mes livres préférés de Bastien Vives, mais en tout cas en termes de droit, en termes de questionnement et justement de mythe, parce que il y a un personnage qui est un enfant qui a un pénis de 86 cm, donc techniquement ça n'existe pas du tout. Voilà, il y a des choses comme ça qui... moi j'ai toujours pensé que le dessinateur, il faut des dessinateurs qui puissent questionner nos tabous et qui puissent aussi aller parfois jusqu'aux limites. Alors là, il y aura sans doute un procès qui déterminera si il a dépassé les limites ou pas. Mais la seule limite pour nous, c'est ça finalement. C'est de savoir si on dépasse les limites, il y a des tribunaux et on doit pouvoir le dire. Sinon, en dehors de ce cadre-là, on est dans la limite et on a beaucoup de liberté. Bon, ensuite, cette histoire de woke, juste pour resserrer aussi par rapport à la question, voilà, rien que le terme est hyper discutable, instrumentalisé, etc. Et moi, je déteste l'utiliser dans un sens ou dans un autre. Ce que ça évoque finalement, c'est l'autre visage du puritanisme américain. Voilà, c'est un monde ultra puritain, que ce soit d'extrême droite ou d'extrême gauche, et c'est cette espèce de mentalité béni oui oui puritaine qui finalement n'a pas tellement lieu d'être en France. Et donc quand on parle de ça en France, on parle d'autre chose. Et le fait de questionner les représentations de culture dominante, les rapports de hiérarchie, de domination sociale, etc., de fait de comparer différents domaines, différentes périodes. Voilà, moi je fais pas, j'aime pas la novlangue et le jargon qui a tendance à tout écraser, des choses qui a priori pourraient être intéressantes. Je dirais pas woke, je dirais pas intersectionnel, je dirais pas tout ça. En revanche, que d'interroger les choses, il y a une légitimité à tout critiquer, tout questionner et à détester les dessins et à en parler et à accuser les gens, à les invectiver. Tout ça c'est possible et ça fait partie du grand débat. Et moi j'aime bien en fait. Mais en fait le côté prêchi-prêcha puritain, c'est ça qui est insupportable, et c'est insupportable dans tous les sens. Et pour répondre de mon côté, je me rends compte que moi, j'ai pas du coup, je sais pas ce que les gens pensent de ce que je fais pour l'essentiel, vu que j'interagis avec aucun réseau social, etc. Et puis les gens n'ont pas mon adresse pour m'écrire sur une petite lettre, donc bon, voilà. Donc je sais pas ce que les gens pensent, tant mieux. En revanche, je sais que par exemple, un des trucs que je fais aussi depuis maintenant 10 ans, 12 ans, j'ai repris Lucky Luke en fait comme scénariste. Et donc j'ai fait plusieurs albums de Lucky Luke. Et ben je sais que par exemple mes albums de Lucky Luke ont été brûlés au Canada parce qu'il y a un grand réseau d'écoles qui avaient des bibliothèques scolaires et qui ont mis à l'index 4000 titres variés de littérature, d'histoire et de bande dessinée. Et donc il y a eu Astérix, Tintin et Lucky Luke ont été brûlés, par exemple, justement comme réparation avec ces espèces de rites purificateurs, de brûler des trucs dans des trous, parce que c'était en l'occurrence Lucky Luke, la représentation des nations autochtones qui était biaisée, insultante, etc. Et donc ils avaient cette espèce d'ordalie purificatrice de cons, de chrétiens obsessionnels qui essaient de se racheter par le feu. Voilà, et ça c'est très très hallucinant vu de chez nous, la France. Mais en fin de compte, voilà, je pense que là, notre terrain de jeu, c'est la France, donc c'est de ça dont on doit se préoccuper, parce que de toute façon, on n'a pas la main sur le reste. Donc voilà, moi, je sais que par exemple, pour le Lucky Luke que j'ai fait, qui abordait la question de l'esclavage pour la première fois,
Et j'ai réfléchi beaucoup à la représentation des Noirs dans Lucky Luke. Et effectivement, ça aurait pu, ce thème-là aurait pu donner lieu à une critique d'ailleurs dans les deux sens, côté extrême droite, côté justement des gens qui étaient extrêmement militants et radicaux dans les questions de représentation et de récit et de caricature. Comment est-ce qu'on dessine une personne noire dans un cadre de dessin d'humour, de caricature, par rapport au passé qu'il pouvait y avoir là-dessus. Et ben, j'ai été, moi, très content de pouvoir discuter avec des gens qui sont extrêmement radicaux et militants, et de pouvoir discuter avec eux avant. Ce n'étaient pas des sensitivity readers, mais c'était des gens qui m'ont apporté leur point de vue, et j'ai changé des trucs. Ça m'a nourri d'une certaine façon. Mais on serait venu a posteriori me dire non, ça va pas, ceci, cela. Je me serais cabré, évidemment. Mais j'ai réfléchi à ça. C'était très instructif et intéressant. Et pourtant, je ne me suis pas interdit ces thèmes. Je ne me suis pas interdit d'aller dans le sens de la caricature. Mais en ayant anticipé, en ayant pensé, en ayant digéré énormément de choses. Et c'était vachement difficile à faire. Hein. J'ai fait un peu bouillir le cerveau. Mais voilà. Voilà, c'est des questions intéressantes. Mais il ne faut pas quand même trop nous emmerder non plus, quoi. Une dernière question ? C'est la pression de la dernière question. Je voulais vous interroger sur la place physique du dessin à l'ère du numérique. En fait, quand, à titre personnel, quand j'ai un journal papier entre les mains, la première chose que je regarde, c'est les dessins. Et je me rends compte que dans les éditions numériques, en fait, les dessins, on ne les voit pas. En tout cas, moi, dans celles que je reçois même dans des abonnements, ils ne figurent pas dans les résumés du matin. Et regarder sur un smartphone, feuilleter un journal sur un smartphone, ça ne se fait pas. Donc, quand vous parliez de contextualisation, il y a la place dans une actualité, dans un journal, mais il y a aussi sa mise en page, en fait, avec d'autres articles autour. Est-ce que c'est des questions que vous vous posez en rédaction ? Enfin, comment ça se passe ? Il faut quand même que la presse s'adapte. Moi, je suis une défenseuse bec et ongle du papier, hein, mais le numérique, je crois que tous les journaux sont bien obligés de s'y adapter. Pour la version de Charlie, c'est vrai que c'est moins agréable de la lire en ligne, mais on a la sensation d'avoir des pages qui tournent quand même avec la flèche, et je trouve ça relativement bien fait. En plus, on peut zoomer sur un article ou zoomer sur un dessin. Il y a des choses qui sont quand même réussies du passage papier numérique, même si, bien sûr, le journal papier, c'est quand même autre chose. Et pour l'espace à Libération, c'est vrai que je suis pas... Pour parler de mon cas, je ne suis pas dans le fil, mais il y a un espace des dessins de la semaine qu'on peut retrouver qui, justement, c'est là aussi où le numérique est pas mal. Le dessin que je fais de manière autonome peut parfois se rattacher à un article, ce qui fait que ça vient compléter, soit le dessin répond à un article, ou soit il vient dans l'autre sens, ou ça peut être complémentaire. Mais... Mais j'ai l'impression que justement le passage au numérique, dans l'accès à l'information, a dissocié quand même effectivement le texte et l'image qui étaient un petit peu plus intermélangés, et que en fait c'est juste, ils sont là, ils sont omniprésents, le dessin est omniprésent sur les réseaux sociaux et dans le numérique, mais il n'est pas rangé dans le même tiroir qu'avant. C'est-à-dire que en gros le dessin, on va le trouver partout sur Instagram, sur Twitter, etc., mais tout seul, sans l'article qui va avec, ou etc. Donc en fait c'est comme si on faisait une recette et qu'on séparait la sauce et le plat. Et donc et les gens éventuellement dans leur cerveau ils feront le mélange eux-mêmes, mais effectivement il y a des gens qui mangeront que le plat ou que la sauce. Donc il y a ce truc là de dissociation. Moi je trouve ça dommage. Quand on est cuisinier, on a envie que les deux aillent ensemble, on a travaillé pour ça, mais là c'est un peu... Ouais. Oui, c'est ça, mais du coup, l'édition numérique des journaux donne, parce que les dessins, on peut les trouver quand même dans les éditions numériques, mais il faut les chercher ailleurs. Voilà. Donc, voilà, on a enlevé les pruneaux et le canard, voilà, ils sont pas servis dans le même plat, quoi. En tout cas, je voulais juste rebondir sur un truc que vous disiez et qu'on me dit souvent. Je regarde d'abord le dessin en premier. Moi, on me dit souvent ça dans l'IB, et en fait, ça me réjouit énormément, parce que souvent on entend parler de, voilà, on se questionne du dessin de presse, la presse va mourir, le dessin de presse, on le voit là avec tout ce bazar de réseau, le dessin de presse, on voit avec l'arrêt dans le New York Times, tout ça, ça a posé beaucoup de questions. Et ben moi j'ai l'impression de l'inverse. J'ai l'impression que
quand on voit un dessin de presse, ça suscite tellement d'intérêt finalement, de réaction, de débat. Mais en fait, il y a un avenir fou pour ces images-là. Il y a un avenir incroyable au dessin de presse. Et on l'a vu aussi après l'attentat de Charlie. Et quand même, beaucoup de jeunes générations qui, c'était pas forcément un truc qu'ils lisaient, mais ils ont regardé ces images-là. Ils ont appris à construire. Il y a quand même une génération, là on est à l'école alsacienne, bien sûr, vous lisez beaucoup la presse. Il y a un terrain culturel qui est favorable et qui est extraordinaire, mais je trouve qu'il y a aussi un peu d'espoir quand on voit que les dessins... même si c'est pas forcément toujours positif, on voit l'impact. Et l'impact du dessin de presse, il est énorme. Et je pense que ça c'est un avenir encore incroyable pour le dessin de presse. Ce message d'espoir vous a été prodigué par Kim Mais Jong-un. oui, mais franchement, mais oui. Mais non, mais c'est vrai, c'est vrai. Enfin, non, mais on a beaucoup parlé de la polémique du dessin Ramadan-Gaza, mais il y a eu une vague de soutien absolument incroyable qui a carrément terrassé la loose, quoi. C'était, je peux vous dire que j'ai rarement vu ça. Et là, je me suis dit, ah bah c'est bon, là je suis partie. C'est encore pour 3 siècles de dessin de presse. Merci beaucoup. Merci d'avoir travaillé là-dessus. Et on peut applaudir les élèves aussi. Merci beaucoup. Juste un dernier mot pour vous rappeler que... Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Voilà, suivez-les sur les réseaux sociaux. Prochaine table ronde, la 6e de notre série, c'est le 2 avril et ça sera sur le thème des pratiques coopératives. On vous attend aussi nombreux. Merci infiniment, très bonne soirée.